Je sais que mon confrère, ce dont il parlait également, c'est le fait que très souvent on voit que derrière les propriétaires des bâtiments qui sont loués par l'État, alors on se rend compte qu'en réalité, c'est également des mécanismes pour, en tout cas, permettre à des personnes de s'enrichir, que ce soit des gens du privé ou des gens du public qui construisent des bâtiments. Et puis bon, voilà, on vient louer le bâtiment. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez essayé peut-être de regarder attentivement pour vous assurer que ces pratiques-là aussi ne perdurent pas? Bon, en tout cas, si vous ne me connaissez pas, vous allez me découvrir, mais je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je joue la transparence totale et tolérance zéro pour vraiment ce qu'on peut dire le micmac ou le liblib, en fait tout ce qui n'est pas clair. Je sais, non, ça c'est une expression du président Mouta Mouta, moi je vais pas répéter ça. Mais en tout cas, chez moi, tout est transparent. Mais il faut respecter les textes qui sont là. Il y a des comités qui sont mis en place et ce sont ces comités, normalement, qui arrivent à faire l'évaluation, d'ailleurs, de l'immeuble qu'on veut louer, parce que tout est encadré, le mètre carré est en temps, et c'est sur cette base que le processus est lancé et qu'on décide de louer à un montant donné ou pas. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça, vous pouvez me faire confiance, à ce niveau-là, en tout cas. Si ça se faisait ainsi, soit. Mais en tout cas, maintenant, dans la nouvelle gouvernance qu'imprime ce nouveau gouvernement, nous ne travaillons plus comme ça. Vous avez entendu aussi, entre parenthèses, ce n'est pas le sujet, la question des tablettes, des équipements pour le recensement de la population et de l'habitation. Vos confrères ont vilipendé le ministre que je suis. Tranquille, j'étais stoïque, mais vous avez les résultats. On allait y arriver, Madame la ministre. Non, n'arrivons pas à ça. Vous avez posé une plainte à cet effet. Alors, aujourd'hui, est-ce que, en tout cas sur cette question, on peut dire que tout a été fait en termes d'éclaircissement? Non, je suis restée un peu sur ma faim, sérieusement. D'abord, il ne s'est pas agi d'une plainte. Lorsque j'ai appris que les ressources publiques et les ressources mises à disposition par les partenaires techniques et financiers étaient en train d'être utilisées d'une manière peu recommandable, j'ai saisi la SCE. C'est l'autorité qui est mise en place pour traiter de ces questions-là. Et la SCE a mené son enquête de façon indépendante et elle a identifié ceux qui étaient impliqués dans cette question de tentative de corruption. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire ici, c'est que lorsqu'il y a des questions, lorsqu'on a des informations, dans le doute, vraiment, il faut chercher la vérité. Au lieu de commencer, eh bien, je crois que cela vous concerne, la presse, je crois que vous devez informer, mais donnez aussi la vraie information. Parce que si l'information que vous donnez devient du harcèlement, ou de l'acharnement, ou perçu comme si on vous fait écrire cela. Non, Madame la ministre, oui. C'est pas de l'acharnement, les journalistes sont dans leur rôle, Madame la ministre. Ils ne sont pas dans leur... si vous dites ça, moi je n'avais pas prévu de porter plainte contre vos confrères, parce que j'ai considéré que je ne veux pas faire une publicité inutile à des gens qui ont utilisé la plume de la mauvaise manière possible. Moi j'ai beaucoup de respect pour le travail des journalistes. C'est pour ça que je ne leur ferai pas cet honneur. Parce qu'après, ils vont devenir des héros un peu. Tout le monde va se lever et dire, voilà, ce n'est pas liberté de presse, mais c'est de quelle liberté on parle. Je crois qu'il y a des obligations de chacun. Comprendre, c'est comment on est arrivé à cette affaire-là dans votre ministère. Parce que quand même, c'est un marché du ministère des Finances. Certainement, vous avez mis votre signature sur le marché. Comment ça a pu passer sous vos yeux? Non, mais ça, c'est une responsabilité individuelle. Vous ne savez pas comment la corruption se fait. Les questions de corruption... Mais ça se fait de façon, par des professionnels qui le font de façon tellement propre que certaines fois, vous ne voyez pas les choses. Vous pensez que si tout le monde qui est ici là, pouvait détecter les cas de corruption ou de fraude, ça ne se passerait pas. Mais l'essentiel, c'est que la justice fonctionne. C'est ça. L'essentiel, que la justice fonctionne pour rétablir les faits et qu'on ait la vérité. Et j'attends des excuses de vos collègues ou de vos camarades, en tout cas ce n'est pas encore fait, okay. Mais voilà, je le constate tout simplement. Madame la ministre, on va progresser avec tout de suite une question. Par rapport à la réglementation et à la tenue des obligations contenues dans les marchés publics, ce qui crée la dette intérieure là,
c'est quoi? C'est les impayés de la part de l'État. Il est dit que c'est 90 jours habituellement que les factures sont payées. D'abord, les avances de démarrage qui sont prévues dans les marchés, il n'y a pas un délai pour les payer. Figurez-vous, madame, vous avez 90 jours pour exécuter un marché et un droit pour avoir une avance pour démarrer. Vous introduisez votre demande d'avance immédiatement après l'attribution du marché et l'avance n'est payée qu'après 90 jours. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est une occasion de recevoir le paiement de l'avance de démarrage, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on commence le délai de livraison. Si l'avance a été demandée, c'est parce qu'on avait besoin pour soutenir le début de l'exécution. Maintenant, on paye ça après le délai même normal d'exécution. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Madame la ministre, je pense que la question est suffisamment claire. Bon, la question est très claire. La réponse aussi sera très claire. Et parce que, en réalité, lorsque moi je vois les chiffres au niveau du Trésor, pour l'avance de démarrage, je peux trouver effectivement que certaines fois, ça peut venir un peu tard parce que la procédure n'est pas allée très vite, etc. Mais si c'est pour payer les factures, nous les payons vraiment, on respecte les normes internationales en la matière. Il y a eu des progrès non seulement par rapport à ce qui se faisait par le passé, mais par rapport même aux normes internationales, nous sommes même en avance par rapport à cela. Nous n'avons pas de facture de 90 jours au niveau du Trésor public. Je crois que la question de fond, c'est l'avance du démarrage. En fait, c'est ça. C'est au niveau de l'avance du démarrage que certaines fois, il y a des retards, mais ils peuvent, au niveau de l'avance du démarrage, les textes sont là pour que le gouvernement leur paye, j'allais dire des intérêts dus au retard, quelque chose comme ça. Parce que la préoccupation, c'est qu'il y a des délais, en fait, qui sont la plupart du temps assez stricts pour l'exécution du marché. Alors, quand l'avance pour le démarrage traîne, alors que le délai est incompressible, disons, en tout cas, l'État ne va pas reculer parce qu'il n'a pas payé l'avance à temps. Est-ce que ça, ce n'est pas un vrai problème? Oui, mais ça, normalement, ils peuvent renégocier le contrat. Hein. Je veux dire, juridiquement, vous êtes lié à des clauses contractuelles et celui pour lequel vous travaillez doit vous verser une avance de démarrage dans un délai donné. Si ce n'est pas respecté, vous pouvez renégocier et là, ça ne doit pas poser de problème. Je pense que les gens doivent pouvoir exercer leurs droits. Si l'État a tort, eh c'est lui qui doit prendre les dispositions. Et si c'est l'entrepreneur qui a tort, bon, que lui aussi il puisse répondre. Mais ça, je crois que je suis totalement d'accord avec. Mais le tort, c'est également au niveau de la population, puisque ça réduit l'efficacité des réalisations sur le terrain. Mais ça, c'est très... Oui, je suis d'accord, mais le tort n'est pas créé, j'allais dire, exprès. Si tout fonctionnait normalement, on n'en serait pas là. Et je crois que c'est l'occasion d'abord de féliciter des agents qui travaillent. Parce que Dieu seul sait que j'ai des collaborateurs qui sont vraiment engagés et qui font leur travail très bien. Sinon, on n'en serait pas là du point de vue des résultats. Figurez-vous que malgré la crise, malgré tous les remous sociaux que nous avons connus, nous avons mobilisé plus de 17% de recettes fiscales par rapport à 2015. 17% de plus. Mais ça relève du miracle. C'est parce que certains ont travaillé, ils ont pris sur leurs heures de repos pour que nous rattrapions tout ce retard. Mais c'est aussi le moment de dire de façon ferme et de rappeler à ceux-là qui sont des fonctionnaires, qui sont assis parce qu'ils fonctionnent tout simplement, que dans cette ère, à ce moment, s'il n'y a plus de place pour la paresse dans notre administration. Donc je crois que nous avons mis un dispositif en place pour d'ailleurs suivre les délais de traitement des courriers. Et les directeurs sont interpellés par rapport à ça. Ils doivent interpeller leurs agents. Et naturellement, chacun est évalué par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est parce que dans les administrations, le système d'évaluation se fait, bon, c'est un parent, bon, je lui donne la note, c'est bon, on avance. Ben, on n'avance pas. Parce qu'on n'avance pas, parce que l'individu avance, mais le pays n'avance pas. Il faudrait que chacun, là où il se trouve, qu'il puisse travailler et donner le meilleur de lui-même. Mais là, ce début de semaine, moi, je suis partie dans certains services. Je suis partie dans certains services, les responsables de service sont arrivés me trouver pointé devant leur bureau. Ben, vous n'avez pas besoin de parler pour ça. J'arrive à la devanture d'un service où vous avez quelqu'un qui devait désherber et qui est là, qui ne le fait pas. Je lui ai dit non, si vous êtes un agent de l'État, c'est un avantage pour vous
Mais de l'autre côté, vous avez aussi des obligations. On ne peut pas être là toujours revendiqué. Demander à l'État de faire ça et ne même pas mériter le salaire qu'on a. Ça, c'est totalement inacceptable. Oui, on va arriver aux revendications. Madame la ministre, on va tout de suite écouter d'autres préoccupations. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont à Ouaga qui ne veulent plus repartir en région. Donc nous on a dit non, il faut que le ministre essaie de revoir ça. Ils sortent nouvellement de l'ENAREF, ils sont nouveaux. Ils viennent en région, nous les formons. Si même qu'ils repartent à l'école, il faut encore quand ils veulent sortir, qu'on soit encore, même s'ils vont sortir des régions, qu'on les mette encore dans les régions. Sinon vous êtes là à perpétuer le commencement. Il faut étendre la création des comptes bancaires au niveau des régions. Parce que au niveau de Ouaga et Bobo, ces tireurs de chèques impayés, s'ils n'arrivent plus à utiliser cette méthode à Ouaga, vous imaginez qu'ils vont se rabattre sur les régions. La facture normalisée peut minimiser quand même un temps soit peu ces fraudes. Ici, on n'a qu'un seul véhicule puis une seule moto. Actuellement, on n'a pas nombré. C'est moi plus 3 agents qui doivent couvrir 31 communes. Et notre structure a la charge d'appuyer ces structures de collectivités territoriales là. Les difficultés principales rencontrées par la trésorerie régionale du Nord, c'est la question d'insécurité. Au niveau des routes, par exemple, il y a des contrôles, beaucoup de contrôles sur les routes. Par exemple, quand ton papier tout est prêt, tout est OK, il demande quelque chose. Il peut dire qu'il faut nous donner quelque chose. Si tu as cherché à discuter avec eux, il va dire d'amener des échantillons, ou d'amener des boîtes de pharmacie, ou d'amener des clients de sol. Au niveau des appareils aussi, ça nous traîne ici. Tu vas venir garer ici à côté des appareils, dormir ici. Jusqu'à l'endemain à 10 h, ça aussi, ça nous met en retard. Les difficultés actuelles que nous avons, c'est surtout le problème de connexion. À tout moment, il y a des connexions. Donc nous nous retrouvons chaque fois avec les chauffeurs et nous qui sommes intermédiaires entre eux et la douane. C'est nous, à tout moment, qui avons des problèmes. Maintenant, par rapport à la décongestion du travail, on nous a tous amenés à 5C. Bien vrai, c'est l'UEMOA qui a décidé, ce n'est pas nous, mais ils n'ont pas, ceux qui ont signé les accords n'ont pas tenu compte des acteurs qui sont sur le terrain. Nous sommes situés à 40 km de Bitou et ici nous n'avons pas de local. Nous sommes obligés d'accompagner les camions jusqu'à Bitou pour les poses des balises. Alors, cela fait que c'est un travail fastidieux pour nous. Nous devons surveiller notre air ici et avoir un œil sur l'air de Bitou. Je pense que la manière même aussi, en ce qui concerne les impôts, doit quand même un peu changer. Quand on a l'occasion d'avoir les agents des impôts aussi dans nos murs pour le contrôle, c'est le lieu quand même de nous apprendre beaucoup de choses. Mais quand ils viennent pour le contrôle et puis à un moment donné, nous voyons qu'ils cherchent coûte que coûte à te créer des problèmes, moi je ne suis pas d'accord. Actuellement, à Varentel, ça vaut mieux. Au niveau de Koterna, ils ont arrangé là-bas et ils travaillent 24 sur 24. N'importe quelle heure, si on rentre là-bas seulement, te faire ton scanner, tu peux pas aller garer. Voilà, madame, c'est encore le problème de moyens et d'organisation qui joue sur l'efficacité de l'administration. Il va falloir véritablement réagir à ce niveau et trouver une solution pour permettre aux gens de véritablement bien travailler. Totalement d'accord avec vous. L'année passée, lorsque je suis allée en région, l'équipe du ministère qui m'a accompagnée, quand elle est revenue, nous avons fait le point. On a fait le point et nous avons décidé que dorénavant, il faut doter d'abord les régions. Au niveau des équipements, on en a donné, mais au niveau du personnel aussi, à telle enseigne que pour les mesures nouvelles, les recrutements que nous pouvons faire année par année, en fait la dotation qui nous a été donnée, nous avons décidé que nous allons doter les régions. Donc c'est quelque chose que nous allons faire effectivement pour corriger cela, parce que notre objectif, c'est que être en région ne devrait pas seulement être comme si c'était une condamnation. Les gens doivent se retrouver dans une situation où ils peuvent effectivement travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour cela, et vous avez vu le programme d'appui au développement des économies locales que le chef de l'État a lancé en fin d'année dernière. C'est pour qu'au niveau de chaque région, il y ait au moins un minimum. Donc je crois que nous allons y travailler petit à petit, mais la vision est là, la volonté politique est là, et nous sommes en train de nous donner les moyens pour pouvoir accéder
aux besoins des régions pour corriger effectivement les disparités. Est-ce que par rapport aux objectifs du gouvernement, les temps ne pressent pas? Ben, il faut quand même se précipiter lentement aussi. Parce que si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, de savoir ce que vous allez faire, vous risquez de faire des erreurs. Ben, pourquoi nous avons élaboré le plan national de développement économique et social? C'est d'ailleurs heureux, chaque fois que j'ai l'occasion de rappeler que c'est un travail qui a été porté par mon ministère et que les cadres ont travaillé d'arrache-pied pour qu'en juillet 2016, le gouvernement puisse l'adopter pour que nous puissions aller à la conférence de Paris. Mais c'est parce qu'il faut que nous balisions cela, que nous puissions savoir là où nous allons, parce que comme on le dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Il faut que nous sachions là où nous allons et que nous nous donnions les moyens pour avancer. Même chose au niveau du budget programme. Vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas justement de donner juste des ressources aux gens. Non, c'est de dire, vous avez besoin des ressources pour faire quoi? Si j'ai besoin d'un ordinateur, l'ordinateur va m'aider à faire quel travail? Si j'ai besoin, j'ai vu, il y en a qui parlent effectivement de moyens de déplacement. Nous avons acquis des motos au niveau des impôts pour que les agents puissent travailler. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui intervient pour l'État n'ait pas les moyens de travail. Donc nous sommes en train vraiment de corriger tout cela. Nous avons trouvé une situation vraiment des plus catastrophiques et nous sommes en train de corriger ça petit à petit avec un plan d'investissement pour les régions. Madame la ministre, on va progresser avec une question recueillie dans cette rubrique. Au niveau des parcs, là, nous, on paye 1000 francs. Si on quitte, aller à Lomé, on paye 1000 francs dans les parcs. Mais vous voyez des parcs là, c'est trop sale. 1000 francs là, on ne sait pas. C'est mairie qui doit entretenir des parcs, on ne sait pas. C'est des douanes, on ne sait pas. Or, nous, on paye chaque voyage, on paye 1000 francs. On ne sait pas qui va arranger le parc. Madame la ministre, effectivement, quand on fait un tour au niveau de la frontière vers Saint-Cassé ou Bitou, on voit que le parking réservé pour ces camions-là est vraiment dans un état qui laisse à désirer, quand on sait que c'est quand même des zones de fortes opérations et de recouvrement. Oui, je suis totalement d'accord, mais je crois que la responsabilité est partagée. Autant je crois que lorsque on demande aux transporteurs ou autres contribuables de payer certaines sommes, il faudrait qu'ils sentent que cela les met dans un meilleur environnement de travail. Mais il y a aussi une question de réflexe de citoyen. Pourquoi vous allez boire de l'eau avec les sachets et jeter à côté de vous? Pourquoi vous allez manger des beignets et jeter le papier? Quand vous allez à la frontière, mais je crois qu'il faut une éducation, une conscience environnementale, mais cela doit commencer au bas niveau, je veux dire au niveau de la famille, au niveau de la communauté, dans les établissements, qu'on dise aux enfants que mais c'est pas bien, ne faites pas cela. Mais moi, on voit dans la circulation des adultes qui boivent de l'eau et qui jettent ça par la fenêtre de leur voiture. Mais ça, c'est incroyable. Donc, il faudrait que la police environnementale nous ramène tous pour qu'on marche droit. Sinon, vraiment, je crois que ce n'est pas acceptable. Mais il faut peut-être mettre également, parce que bon, quand vous êtes dans un parking qui n'est peut-être pas bitumé ou qui n'a même pas été rechargé correctement, même si ce ne serait-ce qu'en terre, bon, il faut reconnaître que le mal commence peut-être à partir de là. Un parking, c'est quand même pas la chambre dans laquelle vous dormez. Hein. Un parking, c'est là où vous allez arrêter votre voiture. Non, on n'a pas besoin de la bitumer, de le bitumer. Le parking doit permettre de garer sa voiture, de faire sa formalité rapidement et d'avancer. Parce que ce n'est pas fait pour que... Ce n'est pas un lieu de stationnement, ce n'est pas dit que les voitures doivent rester là. Et d'ailleurs, au niveau de la douane, nous sommes en train de travailler sur un projet pour pouvoir mettre en place un parc où toutes les voitures qui vont arriver pourront stationner. Vous avez parlé des grands camions, mais il n'y a pas seulement cela. Quand vous sortez dans une ville comme Ouagadougou, mais c'est devenu une poubelle vraiment à ciel ouvert, où toutes les voitures parquent, etc., en désordre, mais je veux dire, ce n'est pas acceptable. Donc, il faut que chacun, là où il se trouve, ait aussi un comportement citoyen. Je crois que ça, c'est important, et ça, ce n'est pas difficile. Une autre question, Madame la ministre. Nous, péage, nous aimerions savoir de quel ministère nous nous appartenons. À ce que je sache, quand le péage était à la gendarmerie, cette question de statut n'est posée pas. Les gendarmes sont du ministère de la Défense. Mais nous, péagistes, nous ne savons pas de quel ministère nous sommes. Madame, la question du péage, ça dure pendant longtemps.
On ne sait pas véritablement si ça intéresse le gouvernement. Et du coup, on se retrouve avec des voies souvent libérées, des gens qui ne payent pas des taxes et qui passent. Est-ce que véritablement il ne faut pas résoudre le problème pour qu'on puisse, en tout cas, pour que l'économie puisse bénéficier de ces infrastructures-là? Oui, merci. Bon, les péages, c'est aussi un autre problème, effectivement, que nous rencontrons. Mais il faut savoir comment, normalement, le péage doit être géré avant de décider de l'ancrage. Le péage, normalement, selon d'ailleurs les directives communautaires, on dit que la route doit financer la route. Cela veut dire quoi? Que les recettes du péage devraient aider à l'entretien routier. Parce que vous voyez, nos routes sont vraiment dans un état de délabrement avancé. Et lorsque justement, il y avait la gendarmerie, parce que historiquement, ça évolue effectivement comme ils l'ont dit, bon, c'était récupéré et les taxes étaient utilisées pour faire l'entretien routier, etc. Et donc, dans cette même veine, nous avons décidé au niveau du gouvernement, et un dossier est sur la table du gouvernement, de confier la gestion du péage au fonds spécial routier qui a déjà été créé. Le fonds a été créé pour gérer le péage et donc c'est lui qui aura des ressources et annuellement le budget va lui allouer une certaine somme. Les recettes déjà issues du péage seront versées à ce fonds-là et le fonds va gérer le péage. C'est un accident de l'histoire de retrouver le péage au niveau du trésor. C'est parce qu'il n'y avait pas d'ancrage pré-identifié que c'est parti au niveau du trésor. Les trésoriers ne sont pas là pour gérer le péage. Ce sont des comptables publics qui ont une tâche principale qui n'est pas en tout cas de gérer le péage. Donc nous allons régler ça rapidement. Mais le personnel exprime quand même des inquiétudes par rapport à cette façon de voir les choses. Non, ce n'est pas une façon de voir, c'est la réalité des faits. Vous allez faire le tour des pays de la sous-région. Un agent de péage n'est pas un fonctionnaire de l'État. Lorsqu'ils ont signé leur contrat, ils savaient très bien que ce n'est pas pour être un fonctionnaire de l'État. Maintenant, le fonds qui va les gérer, va les prendre en charge selon la modalité qui sera convenue. Mais sinon, comment voulez-vous que nous, on se mette à porte-à-faux des bonnes pratiques qui se font ailleurs? Et ailleurs, ça marche. Ailleurs, ça marche sans que ce ne soit des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, votre ministère n'est pas en discussion avec les agents des péages parce qu'on sait Si, nous sommes en discussion parce que comme nous avons la charge de la gestion à l'heure actuelle, nous sommes en discussion avec eux. Mais ceci étant, à terme, la gestion du péage ne va plus relever du ministère de l'économie, des finances et du développement. Alors, Madame la ministre, pour progresser, on sait qu'il a été question entre-temps d'un projet de fusion, disons, des régies, notamment avec les impôts, la douane. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est toujours d'actualité? Et si oui, comment on y parvient? Vous voyez, c'est ça c'est un sujet, comme tant d'autres, sont abordés pour qu'on se fasse peur à nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des bonnes pratiques qui se font ici, dont les autres pays peuvent s'inspirer, mais il y a des pratiques qui se font ailleurs et qui marchent, dont nous pouvons nous inspirer. Je crois qu'il faut voir cela comme ça. Maintenant, au niveau de la modernisation et de l'amélioration de la performance des régies des recettes, quelles sont les options possibles? La DGI vient d'organiser un atelier cette semaine autour de son plan stratégique. Dans ce plan stratégique, il y a les options possibles qui sont là, les différents pans sur lesquels il faut travailler. C'est participatif, on va arriver à ça. Mais ceci dit, le MINEFID, en tout cas le ministre que je suis, n'a pas de position dogmatique sur des questions données. Je crois que c'est ça. C'est vraiment assez hallucinant. Chaque fois qu'un sujet vient, ça devient un grand problème. Ailleurs... Donc on doit retenir que c'est peut-être une des options, mais que ça suffira. C'est une des options. On verra la meilleure option possible pour le Burkina Faso, tout en sachant qu'il y a des pays qui ont expérimenté cela et qui ont mobilisé à moins de 3 mois ce qu'ils mobilisaient au cours de l'année. Il y en a qui l'ont fait. Parce qu'il y a une indépendance totale au niveau de la structure qui est mise en place. Regardez, lorsqu'on nous parle d'exonération, vous avez suivi
certains journaux ont écrit pour dire que nous accordons des exonérations, c'est des centaines de milliards, ce qui est vrai, etc. Et que certains directeurs généraux ou ministres n'étaient pas habilités et que c'était un manque à gagner pour le budget de l'État. Ce n'est pas faux. Mais la structure qui a été mise en place dans certains pays est une agence indépendante qui fonctionne, qui a son budget et qui ne va pas accepter qu'un ministre vienne dire accorder une exonération à un entrepreneur. Parce qu'eux-mêmes, ils ont une rémunération basée sur la performance. Je crois que c'est ça. Il faudrait que nous puissions nous assurer effectivement que nous avons des motivations basées sur la performance, mais pas seulement des motivations tout court, que nous travaillons, que nous mobilisions des ressources ou des recettes ou pas. C'est ça le fond de la question. Mais il n'y a pas de sujet tabou et la discussion est en train de se mener.